Allez, merci de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, rapidement dans l'espace plénière. On poursuit notre journée fort intéressante du 18e congrès OTRE au sein, je l'ai dit ce matin, de l'antre mondial du rugby. C'est bien ça? Et dans la plus belle ville du monde, j'ai dit ce matin aussi. C'est vrai. On est un peu chauvin ici. Bon. C'est la marque de fabrique des Toulousains. Donc merci de nous rejoindre. On va démarrer sans plus tarder notre après-midi. On a eu une matinée très riche et très intéressante. Et bien, on va poursuivre avec des intervenants tout aussi passionnants que ceux de la matinée. Au programme de cet après-midi, 2 tables rondes dans quelques minutes autour de sujets plus prospectifs que ceux dont on a parlé ce matin, mais qui sont déjà des conséquences sur le quotidien de vous, adhérents au TRE et des congressistes. Cette année, les thématiques vont s'articuler autour des évolutions de notre société et l'adaptation nécessaire du transport routier face à ces mutations qui sont profondes. Première table ronde tout à l'heure sur l'évolution de la société et de l'économie de façon un peu plus générale. Et puis une seconde table ronde dans laquelle on observera l'impact de ces bouleversements et de ces mutations de notre société sur le transport routier, sur vos métiers. On fera un état des lieux, régulation, protection, adaptation et développement. Mais sans plus tarder, je crois qu'il y a encore beaucoup de monde au café. On va peut-être attendre un petit peu, quelques minutes, si quelqu'un peut battre le rappel, parce on va avoir un échange très intéressant avec Christophe Di Costanzo, donc président OTRE Occitanie et chef d'entreprise. Et puis on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et président de France Urbaine également. C'est donc la parole de l'élu local, rural, urbain qu'on attend de vous aujourd'hui, Monsieur Moudenc. Vous gérez, on le sait, une très grande ville, une métropole confrontée à des problèmes de congestion qui sont prégnants, on va dire, qui sont importants. Vous êtes également ancien député aussi d'une circonscription qui avait cette problématique dont on va parler, de fracture rurale, urbaine, et sur laquelle vous avez travaillé pendant longtemps, avec cette idée d'être un représentant de l'ensemble du territoire. Et c'est donc la question de l'enjeu de ces grands équilibres qu'on va observer aujourd'hui avec la problématique actuelle de la métropole toulousaine, une grande ville avec des territoires très différents. Comment inclure dès lors la question du transport dans ces problématiques? Le transport, on le sait, il est essentiel pour tous ces territoires. Alors, quid des équilibres territoriaux? C'est une des questions cruciales du moment. Alors, comment ça va se passer cette petite tribune? Eh bien, Christophe Di Costanzo va vous interpeller, Monsieur Moudenc, sur différentes questions. On va essayer de rester assez synthétique pour conserver un timing raisonnable, on va dire, parce qu'on a beaucoup de choses cet après-midi. On vous donnera la parole pour y répondre et on fera réagir Monsieur Di Costanzo à l'issue, voir quelle est votre réaction. Alors, on est à un congrès national, le 18e congrès de l'OTRE, le congrès national. On attend donc, Monsieur Moudenc, plus une intervention assez générale de votre part, sachant que je l'ai dit, en plus que vous êtes président de France Urbaine. Alors, vous allez nous le rappeler peut-être? Je pense que si, mais quand même. Alors, on va attendre que tout le monde nous rejoigne et puis on démarre. Venez nous rejoindre très très vite en plénière pour ouvrir cet après-midi et poursuivre notre 18e congrès OTRE. On a eu un bel échange ce matin avec Thierry Dussautoir, qui nous a fait l'amitié de sa présence, qui s'est un petit peu livré, c'était un peu sur le mode émotion, c'était sympa. Allez, avant d'ouvrir les questions, Jean-Luc Moudenc, un mot de France Urbaine, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est France Urbaine, puisque vous êtes président de France Urbaine. En quelques mots, si on devait l'expliquer de façon simple. Oui, d'abord, permettez-moi de dire bonjour à toutes celles et ceux qui sont dans la salle, de leur souhaiter la bienvenue à Toulouse, dans un endroit qui est extrêmement symbolique de notre identité. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des congrès européens au pied du stade, et du stade qui est celui du stade toulousain. Je trouve que vous avez particulièrement bien choisi votre endroit. Le stade toulousain, c'est une école de fierté, de tradition, mais d'effort permanent. Et c'est peut-être dans la profession qui vous concerne, un petit peu comme ça, que les choses se posent, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous m'avez demandé d'expliquer ce qu'est France Urbaine. Je veux bien parce que
Je ne pense pas que France Urbaine soit très connue. D'ailleurs, c'est une association qui n'a pas vocation à faire de la notoriété. France Urbaine, c'est une association qui regroupe les maires de grandes villes, plus de 100 000 habitants, et toutes les agglomérations de plus de 200 000 habitants. Donc les grandes communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles. Dans notre pays, ça représente 103 collectivités, ce qui en soi n'est pas beaucoup, mais 103 collectivités qui représentent 30 millions de Français. Voilà. Et j'en suis le président depuis 4 ans. On essaie de faire entendre la voix des grandes villes et des métropoles dans un monde politique, tant à droite et à gauche, qui n'est généralement pas très bien disposé à l'égard des grandes villes et des métropoles. Et donc, on essaie de défendre notre cause dans un environnement pas facile. Je crois que vous connaissez ça aussi, hein, défendre votre cause dans un environnement pas facile. Surtout en ce moment. On peut avoir des affinités. Surtout en ce moment. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Merci messieurs de m'accompagner sur scène avec une première question, Christophe Di Costanzo, qui touche au risque de rupture de plus en plus importante entre les mondes ruraux et urbains. Oui, donc quand on parle de rupture, on parle de fracture. On la constate aujourd'hui, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'accès aux lieux de consommation, que ce soit en matière d'emploi. La création des pôles métropolitains n'a-t-elle pas tendance à renforcer cette fracture? Alors, je pense que la fracture, elle existe avant même que l'on crée des structures ou telle institution. Il y a naturellement, mais ça c'est le fait de l'économie, il y a naturellement le regroupement de certaines fonctions. Lorsque vous avez ensemble, côte à côte, des entreprises de haute technologie, des laboratoires de recherche et des écoles ou des universités, donc l'enseignement supérieur, vous avez forcément une dynamique qui se crée sur l'innovation, les emplois de demain. Et cette dynamique, elle entraîne un petit peu tout avec. Et ça ne date pas de la création des métropoles ou des pôles métropolitains. C'est un phénomène qui est à l'œuvre depuis plus longtemps. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tellement de contrarier ce phénomène. Moi, je ne crois pas que l'on puisse contrarier ce type de dynamique, qui se produit d'ailleurs dans d'autres pays. C'est plutôt comment faire en sorte que des dynamiques économiques comme celle-ci puissent profiter à un territoire plus large que le seul territoire métropolitain. Ma conviction, c'est qu'on n'empêchera pas, ou en tout cas, ça serait totalement vain d'empêcher la montée en puissance des métropoles. Ça, c'est la première de mes convictions. Mais j'ai une deuxième conviction aussi, c'est que plus les métropoles montent et monteront en puissance, plus elles auront des devoirs vis-à-vis de leur environnement périurbain et rural. Nous sommes une république avec des principes. Il y a les principes liberté, égalité, fraternité. Ces principes obligent, je pense, les territoires, les structures, les élus à tisser des liens de coopération et de solidarité. Et moi, je rêve d'un dialogue qui n'existe quasiment pas aujourd'hui, d'un dialogue en direct entre les élus urbains et les élus ruraux, de façon à ce que l'on réfléchisse ensemble comment peut-on diffuser le dynamisme des pôles urbains au-delà de ces pôles, au-delà des périmètres des métropoles. Et si demain on a ce dialogue direct, alors je crois que l'on pourra créer, c'est pas facile, hein, mais que l'on pourra créer des initiatives de développement économique à partir des métropoles dans les territoires périurbains et ruraux. Simplement, il faut que les élus se parlent directement, ce qui aujourd'hui n'est prévu pratiquement dans aucune instance, aussi étonnant que ça puisse paraître. Autre question, Christophe Di Costanzo, sur lequel vous voulez interpeller M. Moudinque? Je la formule. Sur, donc le deuxième sujet, c'était la transformation digitale et les impacts sur l'équilibre des territoires.
et notamment votre approche concernant le e-commerce, la digitalisation d'un point de vue général, sur ce qui concerne la livraison des centres urbains ou des centres ruraux. Alors, il y a beaucoup de questions. Avec une petite question locale, si vous permettez, concernant le site de Fonder et l'avenir de ce site-là au regard de la question que je viens de poser. Voilà, parce qu'en fait, dans votre question, il y a plusieurs questions. D'abord, il y a un phénomène, là aussi, qui est un phénomène général et qui ne concerne pas que le pays, et qui est un phénomène, selon moi, qu'on ne peut pas freiner, c'est tout ce qui est numérisation, digitalisation, partage des nouvelles technologies. Ce matin, je visitais, comme je le fais régulièrement, des services municipaux, et parmi les services municipaux, il y avait le service de la direction du numérique. Et comme je suis élu municipal depuis quelque temps, j'évoquais mes débuts comme simple conseiller municipal lorsqu'il y avait un service informatique que tout le monde regardait comme si c'était des zombies. Je leur ai dit, je vous ai connus quand vous étiez des marginaux et que dans la collectivité, on ne comprenait pas trop à quoi vous serviez. Aujourd'hui, quand je vais visiter la direction du numérique, tout le monde a compris. Tout le monde a compris, tout le monde s'y met, même si ce n'est pas toujours facile. Et donc je crois que cette dynamique du numérique, elle est à l'œuvre et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et je pense que ça peut être une chance pour le monde périurbain et rural. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons signé il y a une quinzaine de mois, nous, la métropole de Toulouse, un contrat de coopération avec un pays d'équilibre territoire rural qui s'appelle les Portes de Gascogne. Ce sont les cantons situés à l'est du département du Gers, donc des cantons ruraux. Ces pays, ces cantons ruraux, sont situés à une quarantaine de kilomètres de l'agglomération toulousaine, de l'ouest de l'agglomération. Autrement dit, le site d'Airbus et les industries aéronautiques de sous-traitants qui sont à côté d'Airbus. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont travailler à Airbus, une bonne partie est originaire de la région parisienne, et le soir, ils rentrent chez eux, à Fleurance, à Lombèze, dans telle ou telle partie du Gers. Et les élus ruraux du Gers et les élus métropolitains de Toulouse, nous réfléchissons depuis 15 mois comment on pourrait faire en sorte, en liaison avec Airbus, que ces personnes, à un moment, pas toute la semaine, mais à un moment de la semaine, lorsqu'elles se mettent en télétravail, pourraient rester chez elles dans le Gers, accomplir depuis là où elles habitent leur travail, et tout cela grâce aux outils du numérique. Pour cela, on a déterminé, en accord avec l'industriel, et ensemble, élus ruraux et urbains, qu'il fallait qu'on aménage 3 espaces de coworking situés dans les cantons ruraux du Gers. Le rôle des élus ruraux, c'est de trouver l'emplacement, le local. Nous, notre rôle, c'est de participer au financement. Et à la fin, tout le monde est gagnant. Parce que, à jour fixe et déterminé, Airbus sait que ses agents vont remplir un certain travail grâce au numérique depuis chez eux. Et nous, l'avantage qu'on en retire, c'est que ces jours-là, ces personnes n'ont pas à faire le trajet sur la route et n'ont pas à encombrer les rocades et les routes toulousaines qui, dans les heures de pointe, sont pas mal chargées. Donc voilà un exemple où, parce qu'on se parle directement, sans intermédiaire, parce qu'en réalité les intermédiaires qui existent ont souvent des arrière-pensées d'existence politique, je n'ai pas besoin de les désigner, chacun peut comprendre qui c'est. En se parlant sans intermédiaire,
nous arrivons à trouver des solutions. Ça, c'est, je crois, un des côtés positifs du numérique et de la nouvelle rencontre à organiser entre le monde urbain et le monde rural. La deuxième question que vous posez sur un projet plus précis, elle concerne Fondaire. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas Fondaire ici. C'est un quartier situé à l'extrême nord de la commune de Toulouse. Nous avons, nous, la collectivité, pas mal de terrain. Et nous nous sommes mis d'accord avec Philippe Val, le PDG de La Poste, pour que La Poste organise à cet endroit-là un centre qu'elle va construire très prochainement, où elle va réceptionner les colis. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, le commerce en ligne se développe, les commandes par Internet sont de plus en plus nombreuses, et la question se pose de savoir comment on organise la livraison de ces commandes. Et lorsque un camion arrive et doit pénétrer dans le centre-ville de Toulouse, ben, c'est très simple. Entre le moment où il arrive dans les limites de la commune et le moment où il arrive dans le centre de Toulouse, il se passe un temps équivalent de je ne sais combien de kilomètres qu'il a fait sur la route. Donc en réalité, c'est la problématique de la logistique du dernier kilomètre ou des derniers kilomètres qui se pose à l'heure où, en plus, vous le savez bien, il y a beaucoup de débats sur la pollution urbaine, et où nos concitoyens, surtout en ville, sont de plus en plus exigeants sur la qualité de la vie et la qualité de l'air qu'ils respirent. Donc la stratégie que nous avons mis au point avec La Poste, c'est de permettre à tous les camions de livraison d'arriver de façon organisée, rationnelle, au nord de Toulouse, sur cette plateforme, de manière à ce qu'ensuite, le dernier kilomètre vers le centre-ville puisse être effectué par des véhicules non polluants, électriques, de petits gabarits, susceptibles donc de se faufiler dans la circulation urbaine de manière plus facile et donc d'être plus performants sur la livraison par la route. C'est ça la stratégie que nous mettons au point avec La Poste et qui va permettre de continuer à cette économie de prospérer, de ne pas être freiné par les problèmes urbains et les problèmes de congestion urbaine, tout en répondant à l'aspiration légitime des habitants de la ville de respirer un air de meilleure qualité. Alors, autre question sur laquelle on souhaitait vous interpeller, le transport routier, à votre avis, Jean-Luc Moudinque, remplit-il aujourd'hui un rôle de service public? Ce que je crois, c'est que le transport routier est irremplaçable. Voilà. On peut travailler sur les alternatives, on peut développer les alternatives, sans doute le faut-il. Mais quand on se place du point de vue du développement de l'économie, on ne peut pas déplorer qu'il y ait des chômeurs, on ne peut pas vouloir encourager le développement économique sans reconnaître le rôle central du transport routier. Voilà. Alors après, bien évidemment, on souhaite tous des évolutions technologiques pour que les camions soient de plus en plus propres, mais ce sont des évolutions qui sont en train de se faire. On en a des exemples derrière. Qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui demain sont encore plus fortes. Et je pense que, je vous le dis en toute amitié, je ne suis pas de la profession, donc je peux vous parler en toute liberté, je pense que la profession a tout intérêt, aurait tout intérêt à accentuer sa communication pour faire connaître ces évolutions technologiques et pour faire connaître à tous, au grand public, qui connaît mal l'économie du transport, combien les transporteurs sont soucieux, eux aussi, de la qualité de vie et de la qualité de l'air. Et faire connaître ces avancées technologiques pour démontrer que les camions d'aujourd'hui sont plus propres que les camions d'hier et que les camions de demain seront encore plus propres que les camions d'aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour empêcher que les vieux clichés
perdure et qu'à partir de là, de mauvaises idées ou des idées punitives puissent prospérer. Donc j'appelle de mes voeux cette communication renforcée, mais sur le fond, ça serait totalement irréaliste, ça serait mentir aux gens que de dire que l'on peut se passer du transport routier. Donc vous faites le lien avec le sujet qui suit, puisque notre sentiment en tant que transporteur, c'est que nous sommes plutôt dans une phase de transport bashing, où nous sommes très souvent critiqués, où les divers sujets, qu'il s'agisse du carburant qui est tout à fait d'actualité, qu'il s'agisse des sujets de péage, de réglementation restrictive sur la circulation en ville, de fiscalité environnementale, viennent affecter nos entreprises. Une question concrète par rapport à ce qui peut être envisagé dans le cadre de la future LOM, qui fait partie des sujets qui sont abordés, c'est celui des péages urbains pour les poids lourds. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Alors j'ai été interrogé il y a une quinzaine de jours par la presse locale lorsque cette possibilité a surgi à l'occasion de ce texte. Enfin, c'est un texte, je me demande quand est-ce qu'on va en connaître la stabilisation, parce que j'en entends parler depuis 6 mois. Nous, les maires de grandes villes et présidents de métropole, on a été associés à l'élaboration du texte. Il me tarde, puisque nous sommes au pays d'Airbus, que l'atterrissage se produise et qu'on connaisse le texte stabilisé. En plus, je suis très inquiet parce que je milite pour la LGV, je milite pour un certain nombre de dispositions qui nous permettraient de faciliter le projet. Ces dispositions se trouvaient dans le texte au mois de juin, elles n'y sont plus à l'heure actuelle. Donc véritablement, il me tarde que ce texte se stabilise et qu'on y voit plus clair. En ce qui me concerne, pour aller directement à votre question, sur le péage urbain, je ne pense pas que ce soit une bonne réponse pour les villes comme Toulouse. Ma conviction, c'est que le péage urbain est sans doute un outil intéressant pour les capitales des pays, mais pour des capitales régionales, franchement, je ne pense pas que ça soit adapté. Et je sais en tout cas que si demain on devait instaurer un péage urbain sur Toulouse, cela aurait pour effet immédiat d'exclure l'accès à Toulouse d'un certain nombre de personnes qui viennent des périphéries et qui se trouveraient pénalisées. Autrement dit, ce que l'on déplorait au début de notre dialogue, à savoir cette coupure que certains entretiennent ou accentuent à des fins politiques souvent entre l'urbain et le rural, elle se trouverait accentuée. Donc je me suis, il y a 15 jours, lorsque les journalistes m'ont interrogé là-dessus, je me suis prononcé défavorablement pour ce qui concerne Toulouse. Alors, question suivante en lien avec ce que vous venez de dire à l'instant, Jean-Luc Moudin, décideurs publics et entreprises du transport, comment bien travailler tous ensemble justement pour préserver cet équilibre des territoires, qui est vraiment une question cruciale aujourd'hui? L'équilibre des territoires, d'abord, demande de l'esprit de dialogue. Je suis frappé par la tournure que prennent certains débats à caractère politique depuis plusieurs mois, notamment entre le gouvernement et certaines associations d'élus, sur l'avenir des territoires. L'avenir des territoires, par définition, il demande la coopération de tous. Un territoire, c'est sans doute des décisions de l'État, c'est sans doute des décisions des élus locaux, c'est sans doute des décisions des professionnels et des acteurs de l'économie. Simplement, je pense qu'on n'a pas intérêt à s'invectiver ou à adopter des postures qui bloquent le dialogue entre nous. L'avenir des territoires, il sera déterminé par tout le monde. Il faut que l'État donne sa vision, il faut que les collectivités locales jouent leur rôle, il faut que les professionnels trouvent leur place, parce que l'économie, elle est là de toute façon, que les hommes politiques soient là ou ne soient pas là, le veuillent ou ne le veuillent pas, l'économie, elle est là. Et quand l'économie, on nie les lois de l'économie,
à un moment, on est rattrapé. Donc, moi, ce que je souhaite pour l'avenir des territoires, c'est que l'esprit de dialogue se substitue aux postures et aux déclarations de principe qui organisent une sorte d'affrontement permanent. Et nous sommes un pays de tribus gauloises, disait Charles de Gaulle. L'esprit gaulois a ceci de négatif qu'il peut avoir une tendance à être replié sur soi et à penser qu'on détient la totalité de la vérité. Non. En réalité, les choses sont plus complexes. Il faut faire entendre son point de vue, mais il faut le partager avec le point de vue des autres. Et je ne crois pas que l'avenir des territoires se fasse sans coopération entre l'État et les élus locaux et sans coopération entre les autorités publiques et les responsables privés qui prennent le risque et qui assurent un service qui n'est pas un service public, mais qui est un service d'intérêt public, d'intérêt général, dont on aurait tort d'être privé. Pour préciser le sujet, vous avez parlé de décideurs au niveau des territoires. Entre le public et les entreprises privées que nous représentons ici, et les entreprises de transport, dans la mesure où vous leur donnez un caractère non pas de service public, mais d'intérêt public ou d'intérêt général. Et d'intérêt général. Quelles sont les améliorations que nous pourrions apporter encore dans nos méthodes de travail pour être plus efficaces de ce point de vue-là? Donc en tant que représentant local, vous avez cité tout à l'heure l'exemple des véhicules propres qui sont des véhicules électriques. Enfin, vous avez cité comme véhicules propres les véhicules électriques. Nous avons eu l'occasion, avec Toulouse Métropole, de travailler également sur un deuxième sujet concernant les véhicules propres qui sont les véhicules au gaz. Et nous avons ensemble pu faire aboutir un projet qui est donc avec une station qui a été inaugurée au mois d'avril. Comment, localement, fonctionner encore mieux pour pouvoir se donner plus de prospective entre entreprises privées et services publics? Alors, nous avons créé avec mon premier adjoint, Jean-Michel Latte, qui se trouve être le président de l'autorité organisatrice des transports urbains, nous avons créé une instance de dialogue qui n'existait pas auparavant et qui nous permet de mettre de manière informelle autour de la même table toutes les institutions, c'est-à-dire nous, les élus de la métropole, mais également les élus des intercommunalités voisines, les élus du conseil départemental, les élus du conseil régional, l'État et un certain nombre d'acteurs économiques, notamment Chambre de commerce, dont je salue le président qui est présent au premier rang. Cette instance-là, elle a beaucoup travaillé lorsqu'il s'est agi de préparer le plan de déplacement urbain et en particulier le projet phare de celui-ci, c'est-à-dire la 3e ligne de métro de Toulouse. Mais, au fond, je serais favorable à ce que cette instance soit pérenne et puisse aborder d'autres problèmes en dehors de nos projets. Parce que là, j'ai cité 2 de nos projets. Et je serais donc tout à fait favorable à ce que vous puissiez, en tant que transporteur, siéger dans cette instance pour faire entendre votre point de vue. Donc là aussi, je pense qu'il faut que vous vous fassiez connaître, votre réflexion, au-delà des a priori, au-delà des caricatures, au-delà des présupposés, au-delà des images d'autrefois, et que vous puissiez mettre sur la table votre réflexion sur les mobilités, et en particulier votre réflexion sur les mobilités entre le périurbain et l'urbain que nous représentons. Alors, l'heure tourne, on avance quasiment au terme de cette séquence, mais quand même une question qui intéresse de près la profession. Un petit mot peut-être, Jean-Luc Moudingue, sur le contournement autoroutier de Toulouse. On pourrait y passer l'après-midi. Sujet touchy, comme on dit. Non, mais de tous les élus, je suis le plus à l'aise sur le sujet. Effectivement, Toulouse, depuis
une vingtaine d'années maintenant, bat tous les records de croissance. Quand vous comparez les agglomérations françaises, je mets Paris à part, bien évidemment, et que vous regardez le nombre d'emplois qui ont été créés, vous vous apercevez que l'agglomération qui a créé le plus d'emplois, 150 000 en 20 ans, c'est l'agglomération toulousaine. Quand on crée 150 000 emplois sur 20 ans, non seulement on nourrit un dynamisme économique, mais surtout on crée une attractivité qui amène des gens. Et aujourd'hui, la grande agglomération toulousaine, la définition des géographes l'appelle aire urbaine, la grande agglomération toulousaine, elle connaît une progression démographique qui est directement liée au dynamisme économique. C'est logique. Cette progression démographique, elle est de 20 000 habitants par an. C'est-à-dire que l'aire urbaine toulousaine, à elle seule, elle représente 40% de la progression démographique de toute la région Occitanie. Ce qui veut dire 1000 voitures de plus par mois sur la rocade. Par mois. Imaginez-vous. 1000 véhicules de plus par mois. Donc, le résultat des courses, c'est effectivement un besoin de mobilité considérable et, en attendant, un engorgement de notre périphérique, surtout en heure de pointe. Et donc, je plaide, mais pour le moment, je suis un peu isolé, pour être franc, je plaide pour qu'il y ait une seconde rocade et que cette seconde rocade soit avant tout dédiée au trafic de transit, pour qu'on ne mélange plus sur la même infrastructure, comme c'est le cas à l'heure actuelle, le trafic de transit, en particulier celui qui vient, par exemple, de l'autoroute de Montpellier et qui ensuite se dirige vers l'autoroute qui va vers Paris, et que l'on sépare trafic de transit et trafic de proximité. Cette vision des choses se heurte à l'opposition du conseil départemental et à une attitude un peu gênée, donc pas très claire, du conseil régional. Et Toulouse connaît ce paradoxe, c'est que nous sommes l'agglomération qui connaît la plus forte progression démographique. Nous sommes la seule à ne pas travailler sur un contournement. Montpellier a son contournement depuis peu de temps. Strasbourg travaille à son contournement. Bordeaux, après avoir avancé puis stagné, reprend les choses. Lyon avance. Bref, des agglomérations qui connaissent une expansion démographique moindre que Toulouse travaillent à leur contournement. Et nous, pour des raisons de blocage politique, nous n'y travaillons pas. Alors j'ai obtenu que dans le plan État-région, il y ait des crédits d'études. C'est parce qu'il est pour le contournement autoroutier de Toulouse. Il se manifeste. C'est pour marquer le coup. Et je me souviendrai toujours, j'avais négocié cette partie-là du contrat de plan avec l'ancien président du conseil régional et le préfet. Le préfet, pas de difficulté. Et le président de l'époque du conseil régional m'a dit, écoutez, sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais vis-à-vis de mes amis politiques, ça me gêne. Donc, on ne peut pas l'appeler deuxième contournement. Je dis, ah bon, comment on va l'appeler? Il m'a dit, on va l'appeler étude multimodale. Bon, je dis, écoutez, pourvu qu'il y ait les crédits et qu'on étudie vraiment les questions, je ne veux pas m'attacher au libellé des études. Mais ça vous donne un petit peu une idée des blocages qui peuvent exister. Alors, avec le préfet, le président de l'autorité des transports urbains, la présidente de région, le président du département, au début de l'année, on s'est réparti les maîtrises d'ouvrage d'un certain nombre d'études structurantes pour les déplacements. Et lorsqu'on est arrivé à l'étude sur ce contournement, la question était de savoir qui c'est qui allait prendre la maîtrise d'ouvrage. Il est évident que si je demandais la maîtrise d'ouvrage, alors tout le monde me suspecterait de vouloir servir ma cause, entre guillemets. Et donc nous avons pris une décision paradoxale en termes de Paris. On a dit au président du conseil départemental, ben, puisque tu es contre, tu vas prendre l'étude sous ton couvert. Comme ça, au moins,
tu ne pourras pas dire que l'étude est biaisée. Évidemment, dans le comité de pilotage, on y est tous, même si les marchés sont signés par le président du département. Donc nous attendons pour dans quelques mois le résultat de cette étude. J'espère qu'elle montrera un certain nombre de paramètres nous permettant de progresser, parce que là-dessus, la situation est bloquée. Et donc, en attendant, les Toulousains et les non-Toulousains subissent des embouteillages monstres que certains préfèrent, finalement, parce que les embouteillages, au fond, pour beaucoup, c'est politiquement correct, que certains préfèrent à l'idée de construire une route, chose qui est politiquement scandaleuse. Allez, on arrive à la dernière question, Christophe, la question qui fâche, j'allais dire, Jean-Luc Moudinque, la question du financement. Quel financement des politiques de mobilité? Vaste question, Christophe. Oui, une vaste question, d'autant plus que les collectivités, on le sait, sont de plus en plus exsangues en termes de financement. Donc, par rapport à ce sujet-là, quelle politique mettre en place et quelle voie voyez-vous pour le financement? Alors, sur le financement des mobilités, alors d'abord, il y a plusieurs mobilités à financer. Les mobilités locales sont financées bien évidemment par nous, les collectivités de proximité. La métropole de Toulouse, nous avons voté à travers l'autorité organisatrice des transports, nous sommes 4 intercommunalités, nous avons voté un plan de déplacement urbain de 4 milliards d'euros d'investissement entre 2015 et 2030. C'est le PDU le plus ambitieux de France, hors Paris, mais au fond, c'est assez cohérent avec ce que je vous disais. Nous avons la plus forte progression démographique et économique, donc il nous faut bien faire l'effort le plus important en investissement sur les infrastructures de transport. Alors évidemment, le PDU, c'est les infrastructures de transport alternatives à la voiture, donc le métro, le tramway, les bus, les superbus. S'y ajoute maintenant un plan cyclable. Donc tout cela est financé pour l'essentiel par le contribuable local. Nous avons prévu dans nos budgets, les uns et les autres, des augmentations considérables de nos efforts. On compte sur une subvention de l'État. On attend de l'État 280 millions. Je dirais que sur 4 milliards, c'est quand même pas exagéré, mais nous savons bien que l'État a ses contraintes. Et ça serait vraiment, là aussi, pas correct de nier les contraintes réelles de l'État. Donc nous avons déposé une demande de subvention qui, je crois, est raisonnable. La région est à nos côtés pour le projet de 3e ligne, à hauteur de 150 millions, le département aussi, à hauteur de 200 millions. Mais donc, pour l'essentiel, le financement, c'est nous qui l'assurons. Et n'oublions pas que la première ressource des autorités organisatrices, c'est les entreprises, à travers le versement transport. Sur les entreprises, sur le versement des entreprises, j'ai une position qui est très incorrecte politiquement, donc ça fait 2 déjà, positions incorrectes. Je ne sais pas dans quel état je vais sortir de cette salle, puisqu'aujourd'hui, c'est les entreprises de 9 salariés et plus qui cotisent. Moi, je milite pour la baisse et que toutes les entreprises cotisent. Voilà, moi, je serais partisan d'une cotisation des PME, avec évidemment un taux de cotisation plus bas. Pourquoi? Parce qu'on considère que les grandes entreprises participent à la congestion et doivent participer aux solutions. En réalité, des entreprises plus petites participent elles aussi, et donc je trouverais normal qu'elles aient une cotisation, bien évidemment, de beaucoup plus faible volume, mais qu'elles aussi amènent leur contribution. Voilà. Après, ce que j'observe, c'est qu'en France, nous avons une fiscalité des transports qui est détournée de son objectif en permanence. Et ça, c'est un objet de critique de notre part à nous, les élus locaux, vis-à-vis de tous les gouvernements. C'est-à-dire que lorsque l'État augmente ses taxes sur ceci ou sur cela, il ponctionne un certain nombre de déplacements, mais l'argent recueilli ne va pas financer des politiques de mobilité. Et je trouve ça profondément anormal. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps maintenant. C'est extrêmement illogique
et je ne sais pas quel est le gouvernement qui infléchira cette tendance. Allez, on arrive au terme, Christophe et Monsieur Moudinque. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais simplement indiquer à Monsieur Moudinque que nous partageons, nous transporteurs, tout à fait cette position. Et que, voilà, effectivement, nous souhaiterions que tout ce qui est ponctionné sur l'activité que nous développons puisse revenir à l'activité pour laquelle, enfin, ou aux outils dont nous avons besoin dans le cadre de l'activité que nous développons. Alors, je vais vous demander un mot de conclusion, Christophe Di Costanzo. Est-ce que les réponses apportées par Jean-Luc Moudinque aujourd'hui vous satisfont, votre lecture de cette discussion? Ma lecture de cette discussion, je retiens que les sujets que nous abordons là ne peuvent se résoudre que dans le dialogue. Le dialogue et la recherche de points de convergence entre, vous l'avez évoqué au niveau des territoires, par des échanges directs que vous pouvez avoir avec vos homologues des territoires ruraux. Vous nous invitez à pouvoir participer à des lieux de réflexion qui concernent la mobilité urbaine. Je note et je prends acte de cette position-là. Et localement, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, nous serons présents dans des invitations de ce type-là, car nous savons combien cela peut être constructif et nous en avons déjà eu l'illustration par des expériences passées. Merci, je pense qu'on peut remercier chaleureusement, applaudir à la fois Jean-Luc Moudinque et Christophe Di Costanzo pour cet échange de début d'après-midi fructueux, je l'espère. En tous les cas, très intéressant. Merci, messieurs. Je vous libère parce que je connais vos contraintes d'agenda à l'un et à l'autre qui sont souvent tendues. Merci, en effet, d'être venu cet après-midi, monsieur Moudinque. À très bientôt. Bon retour à vous. Et puis, on enchaîne avec la première table ronde de l'après-midi. Sur cette plénière, on va parler des transformations, je vous le disais tout à l'heure, les transformations qui bouleversent la société, l'économie et les modes de consommation. Je vais demander aux trois intervenants de cette première table ronde de venir me rejoindre. Et pendant que vous venez me rejoindre, il s'agit de Rémi Oudguiri, Alain Bonafou et Philippe Robardet. J'aimerais passer la parole très rapidement à Jean-Marc Rivera qui avait une petite annonce à faire en quelques minutes, vous m'avez dit. Allez-y, je vous en prie. Venez à ma gauche. Comme ça, les trois intervenants de la table ronde peuvent venir s'installer. Merci. 1, 2, oui. Oui, en quelques minutes. Et puis ça fait la transition avec ce qu'on a pu entendre, mais il nous semblait important d'en faire la promotion. Vous recevrez, nous avons travaillé, donc on parlait effectivement des efforts de la profession sur tous ces alternatives. Donc on vous a remis à l'entrée et vous le recevrez dans vos entreprises un document que nous avons travaillé en partenariat avec GRDF, qui est ce document et qui a vocation de vous présenter la situation actuelle sur l'ensemble, sur le gaz et tous ses dérivés, toute la situation actuelle en matière d'offres, de perspectives sur les réseaux. C'est un document qu'on a voulu pédagogique, mais qu'on a voulu aussi d'information. Il était important pour nous de travailler en collaboration avec GRDF sur ce sujet-là en termes d'information. Donc vous allez le recevoir dans les entreprises et il est amené à avoir une suite. Deuxième élément d'importance, qui est un petit flyer qu'on vous a remis et qui est une annonce qui annonce... là, je viens de faire un doublé. Là. Personne n'a rien remarqué. Beaucoup d'éléments complémentaires. Il concerne le devenir du programme CO2, les transporteurs s'engagent, qui a pris fin, comme vous le savez, en fin d'année 2017. Et pour lequel s'est posé la question de son devenir. Donc après de nombreux travaux et d'échanges avec l'ensemble des acteurs concernés, donc, le programme va continuer. Il prend un nouveau nom qu'on ne peut pas oublier, il s'appelle le programme EVE. L'ensemble des fédérations s'est engagé dans ce dispositif-là. Il a le mérite cette fois de remettre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des programmes, qu'il s'agisse de la partie constructeur, mais également de la partie commissionnaire, de la partie chargeur, d'avoir un programme qui soit global. Et donc ce programme repart, on a voulu vous le faire savoir à travers ce petit flyer qu'on vous a remis. Mais très prochainement, nous allons faire des actions de sensibilisation auprès des entreprises pour vous accompagner et vous aider à aller, pour ceux qui veulent, ou renouveler leur charte, ou aller vers la labellisation, ou se lancer dans le dispositif. Eu égard à l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir, ce point nous paraît
extrêmement important. Et enfin, le dernier point, qui change un petit peu des questions des carburants. Nous avons travaillé en partenariat avec la Fondation Vinci sur un document qui vous a été remis et que vous recevrez également dans les entreprises, qui a plutôt vocation à s'adresser à vos conducteurs. C'est un document sur les problématiques de... allez, j'ai perdu le fil. Les perturbateurs au volant. Merci beaucoup. Tout ce qui est perturbateur au volant, distracteur. C'est une information qu'on voulait assez simple et ludique à destination de vos conducteurs. Vous allez le recevoir en entreprise et avec la Fondation, nous avons prévu d'autres programmes et d'autres projets à venir. Voilà. Des sujets majeurs. Moi, j'ai appris ce matin, par exemple, que les gens faisaient des visioconférences en conduisant. Alors, je ne savais pas. Je l'ai appris. Allez, merci beaucoup pour ces informations, Jean-Marc Rivera. On enchaîne donc avec notre première table ronde de l'après-midi. Et je suis ravie d'accueillir mes invités cet après-midi. Rémi Oudguiri, sociologue et directeur général de Sociovision. Alain Bonafou, économiste du transport, professeur émérite de l'Université de Lyon. Et Philippe Robardel, le local de l'étape, j'ai envie de dire, comme moi. Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-de-Garonne et PDG notamment de Sogeclair. On va entendre votre voix tous les trois. On va parler des transformations qui bouleversent la société, l'économie et les modes de consommation. Qu'est-ce qui change ? Comment ces changements durables vont-ils tout profondément modifier ? On le sait, tout va changer. Et puis ces transformations, ces mutations seront-elles rapides et massives ou vont-elles prendre du temps ? Quels sont les indicateurs qu'on peut d'ores et déjà observer ? Tout autant de questions qu'on va vous adresser. Messieurs, j'aimerais qu'on démarre avec Rémi Oudguiri, donc sociologue, je le disais, et directeur général de Sociovision, avec une vision... Alors, Sociovision, c'est un cabinet d'études spécialisé dans la prospective, avec une vision, on va dire, généraliste de la transformation de notre société liée à la digitalisation. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut présenter ce qu'on appelle aujourd'hui, vulgairement, l'ubérisation de la société, qui est devenu un terme assez galvaudé, en fait. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est un terme qui est totalement galvaudé, donc je vais essayer de pas trop l'utiliser. Mais dans ubérisation, il y a Uber, et Uber, c'est un acteur, comme on dit, disruptif du transport des 10 dernières années. Alors, chez Sociovision, l'ubérisation, on considère que c'est un phénomène de société qui dépasse et la numérisation et l'univers des transports, mais qui est un phénomène assez général. Derrière cette dynamique d'ubérisation, on voit trois choses. La première, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la société française une recherche, j'ai envie de dire, systématique des meilleurs prix, des meilleurs tarifs. Et les clients d'aujourd'hui sont des clients qui sont, pour une large partie d'entre eux, à la recherche de ces meilleures offres. Alors, la raison profonde de ce phénomène, je pense qu'il est lié à la fragilisation de la classe moyenne française. Il y a eu une période, on va dire avant les années 2000, où la classe moyenne était un idéal partagé, et qui faisait sens pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qui était à la fois faisait sens pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Ce rêve s'est brisé. Alors, je ne suis pas historien, mais on peut dire qu'aux alentours de 2008, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et nous, on le voit dans les indicateurs. Et je vais donner un indicateur frappant de la France d'aujourd'hui. Quand vous posez la question aux gens de savoir à quelle classe sociale ils appartiennent, les économistes ont des débats infinis sur où est-ce qu'on coupe les différentes classes. Nous sommes sociologues, donc nous posons la question. Il ne s'agit pas d'être exact, il s'agit juste de voir un ressenti. Eh bien aujourd'hui, dans la France, aujourd'hui, quand vous posez cette question, vous avez seulement 55% de la population française qui se classe moyenne. 55%. Et alors, ce qui est plus frappant, c'est que vous avez 40% de la population qui se dit être classe modeste. 40%. Vous imaginez ? Alors, il est évident que les économistes contesteront cela, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le ressenti. Vous avez une grande partie de la population française qui pense être classe modeste, donc ils se considèrent, ils se pensent que vivant dans un pays de classe modeste. Et je ne vous dis pas que ceux qui se classent classe aisée sont infiniment, enfin vous pouvez faire le calcul facilement. Le point important, c'est que dans les 10 dernières années, ce chiffre a beaucoup baissé, parce qu'on le mesurait il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il était de 65% de Français qui se classaient classe moyenne. Donc en 10 ans, on a perdu 10 points. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les gens se sentent déclassés, se sentent fragilisés.
se sentent vulnérables. Et ça explique plusieurs choses. Ça explique le fait qu'ils recherchent les meilleures offres. Ça explique un marché énorme, le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion en France est incroyable aujourd'hui. Et il n'est pas toujours bien mesuré en réalité. Aujourd'hui, le Bon Coin est quelque chose de phénoménal. Les gens, je suis sûr que si je fais un sondage là dans la salle et que je vous demande est-ce que vous avez déjà acheté ou vendu sur le Bon Coin, quasiment, si mes chiffres sont exacts, les mains vont se lever. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, ou pas de cette manière-là. Il y avait les brocantes, il y avait, bien sûr, mais la France aussi est devenue une énorme brocante. Allez dans n'importe quel village de France un dimanche, un samedi, vous avez une petite brocante. Donc ce phénomène s'est amplifié dans les faits, dans la réalité, et il s'est évidemment démultiplié dans le monde numérique. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a derrière le phénomène d'ubérisation. C'est une recherche intense, énorme de gains de pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la technologie. Ça, j'irai vite parce que tout le monde le sait, mais c'est important. En 2011, on commençait à se développer les smartphones. D'ailleurs, on dit smartphone, on dit téléphone, mais est-ce que ce sont des téléphones? Vous savez, ce que vous avez dans votre poche en ce moment, est-ce que vous l'utilisez vraiment pour téléphoner? Probablement. Mais il y a plein de gens qui ne l'utilisent plus pour téléphoner. Ils font tout sauf téléphoner. Ils achètent, ils vendent, ils jouent, etc. Ils envoient des textos, etc. En 2011, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est 85% des Français qui ont un smartphone dans la poche. Et depuis 2-3 ans, ils commencent à acheter de façon régulière sur smartphone. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Nos courbes, elles sont incroyables. Je pourrais vous les partager avec vous. C'est-à-dire que les gens achètent sur smartphone. Ça change beaucoup la donne. Ils sont en contact direct avec les marques, mais ils sont aussi en contact direct avec eux-mêmes. Avec le smartphone, se sont développés les réseaux sociaux, à peu près en parallèle. Et les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est j'ai un problème, j'ai une question, j'ai un besoin, j'interroge mon réseau social. J'interroge mes proches, mais j'interroge également mes proches lointains, ces gens que je ne connais pas, mais qui peuvent m'apporter des solutions. Et c'est là qu'on voit l'énorme opportunité du marché de particulier à particulier, qui va se développer comme ça. Sur mon canapé, je contacte quelqu'un que je ne connais pas, et peut-être qu'il va me vendre un truc ou me donner une astuce que je n'ai pas. Voilà, ça c'est l'ubérisation, c'est aussi ça. Et la troisième chose, et je terminerai par là sur l'ubérisation, c'est ce que j'appellerais l'esprit pirate ou l'esprit franc-tireur. On en aura une preuve probablement samedi avec le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est important l'esprit pirate dans la France d'aujourd'hui. Je dirais que, bon, on a parlé des Gaulois tout à l'heure, mais sans remonter aux Gaulois, je pense qu'il se passe dans notre pays l'émergence et le développement d'un état d'esprit où les gens ont envie de s'émanciper des autorités traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles considèrent que les autorités traditionnelles ne les aident pas, fondamentalement. C'est une perte de temps, c'est des fils à la patte, c'est des obstacles en tout genre, les taxes, etc., les réglementations. Et donc, depuis quelques années, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens se disent « Bon, je ne vais jamais y arriver si je n'essaye pas de contourner un peu le système. » Je vais vous donner juste 2 chiffres, là, pour le coup. 68% des Français qu'on interroge aujourd'hui se disent que le seul moyen de s'en tirer dans la vie, c'est de faire des combines. C'est donc d'être astucieux et donc d'être éventuellement à la limite de la légalité. Autre chiffre, et ce chiffre a augmenté de façon considérable au cours des 10 dernières années. Autre chiffre, 60% de nos concitoyens ne trouvent pas du tout grave le fait le travail au noir. 60%. Il y a une quinzaine d'années, ce chiffre était en dessous de 50%. Il était aux alentours de 45%. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, à un moment donné, vu le poids des contraintes, vu la difficulté qu'il peut y avoir, eh bien, je vais passer par un moyen un peu détourné. Donc, je ne déclarerai pas nécessairement les choses que j'achète, je ferai des petites combines et je pourrai mentir. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, enfin, c'est l'expression ultime de ces 3 tendances. Fragilisation de la classe moyenne, c'est né sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, une grande partie de nos concitoyens les utilisent. Et enfin, c'est l'expression de ce qu'ont été les bonnets rouges il y a quelques années, mais dans une seule partie du territoire. Aujourd'hui, c'est à l'échelle de la France entière. C'est pour ça que ce qui va se passer samedi, c'est important pour votre secteur, mais c'est important pour, j'ai envie de dire, moi je suis sociologue, je vais regarder ça de près, pour l'évolution de la société française. Alors, ces nouveaux modes de consommation, vous l'avez dit, hein, le marché de l'occasion, le marché de la récup, les vides-greniers qui se multiplient, ces nouveaux consommateurs, finalement, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs exigences dans ce nouveau marché? J'ajouterais juste sur l'occasion que le marché automobile est typiquement un marché d'occasion. C'est-à-dire qu'on vend en gros 2 millions et quelques de véhicules neufs en France aujourd'hui, mais il s'en vend en même moment, enfin à la même période, 6 millions, c'est de l'occasion. Donc je veux dire, la classe moyenne vit de l'occasion sur le marché automobile. Alors sur les nouveaux consommateurs, il y a plusieurs choses.
Et c'est des choses que vous devez voir, j'imagine, dans votre quotidien. D'abord, les consommateurs d'aujourd'hui sont impatients. Moi, je pense que c'est le mot qui me frappe le plus. Ils sont devenus impatients. Donc ça met une pression énorme sur l'ensemble des acteurs, quelle que soit la filière, votre secteur, mais tous les secteurs sont concernés. Pourquoi ils sont devenus impatients? Eh bien, parce qu'ils se sont habitués à des standards de réponse de plus en plus rapides. Rappelez-vous, il y a quelques années, on acceptait d'attendre quand on cherchait quelque chose sur Google. Aujourd'hui, on n'accepte plus, on change direct. Enfin, ces comportements d'impatience, vous les voyez partout dans la société française. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut essayer de, si on veut gagner des clients et surtout les fidéliser, il faut faire en sorte de répondre rapidement à leurs demandes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les plateformes numériques permettent facilement le contact sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je donne des cours régulièrement et tous les élèves que j'interroge me disent la même chose. Moi, quand je contacte une marque, il n'y a qu'un seul point de contact que j'utilise, c'est le réseau social. Ils n'ont même pas idée de téléphoner, d'envoyer une lettre, d'envoyer un mail, etc. Réseau social. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le réseau social, c'est une pression mise sur la marque. La marque ne peut pas se permettre, dans certains univers, de faillir à sa réputation. Or, sur les réseaux sociaux, la réputation peut vraiment être entachée très très vite. Donc l'impatience, c'est la première caractéristique des consommateurs d'aujourd'hui. La deuxième chose qui me frappe aujourd'hui dans nos études, c'est la demande de respect. Alors là, ça dépasse la consommation. C'est vraiment la France d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exercice qu'on fait beaucoup chez Sociovision, c'est qu'on donne une liste de mots aux gens qu'on interroge. Donc, on donne une liste de mots à un échantillon représentatif des Français et on leur demande quel est le mot qui vous tient le plus personnellement à cœur. Donc il y a eu 25 mots à peu près. Eh bien, le premier mot qui sort, c'est pas le mot liberté, c'est pas le mot égalité, c'est pas le mot solidarité, même s'ils montent, même s'ils sont importants. Le premier mot est de très loin, c'est le mot respect. Et nous, quand on voit ça, il y a 20 points d'écart entre respect et liberté. Donc les Français sont pour la liberté, mais ils sont d'abord pour le respect. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens nous disent que le respect, en fait, quand vous dites que quelque chose est très important pour vous, c'est que très souvent, vous pensez que ce n'est pas du tout mis en valeur. Et en fait, ce qu'ils nous disent à travers ça, c'est respectez-nous. Et vous prenez n'importe quelle profession aujourd'hui, quelle que soit la position dans l'échelle, les gens demandent du respect. Allez chez les infirmières, elles demandent du respect. Allez chez les professeurs, ils demandent le respect. Allez dans plein d'univers, les chauffeurs de bus, dans votre univers. Tout le monde demande le respect. Donc je pense que c'est important. Et le respect, c'est souvent peu de choses. Enfin, peu de choses, non, c'est un effort. Mais c'est un effort d'écouter les gens. Simplement de les écouter. Vous savez, quand vous souriez à quelqu'un, ça peut changer sa journée. Faites l'exercice, vous verrez. Rien qu'un sourire. Pourquoi? Parce que c'est le respect qui est important. Mais au-delà du sourire, c'est l'écoute. Donc le respect, c'est la deuxième attente fondamentale. La troisième attente, c'est le besoin de transparence, qui va aussi avec le respect, évidemment. Alors le besoin de transparence, vous le voyez très bien aujourd'hui, si vous, dans certains supermarchés, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont avec leur téléphone à scanner les produits. Alors ça peut être infernal pour certains produits, parce que c'est les fameuses applications type Yuka. Il y a 15% des Français aujourd'hui qui les utilisent. Et vous savez que Yuka, c'est une application qui a été lancée seulement en 2017, c'est-à-dire il y a 1 an et demi à peu près. Et c'est une application qui vous permet de dire si un produit a des conservateurs ou des choses potentiellement nocives pour votre santé. Donc quand vous faites vos courses au supermarché, eh bien, vous pouvez sélectionner vos produits en fonction de ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je fais juste la radiographie de ce qu'on voit. Mais ça se développe beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La méfiance. La méfiance, c'est le besoin d'avoir des produits de qualité. Et ça, c'est une préoccupation qui monte énormément, le besoin de qualité. Dans votre univers, et ça a été cité par le maire de Toulouse tout à l'heure, c'est la qualité de l'air. Je vais vous donner un exemple extrêmement frappant. Il y a encore quelques années, quand vous demandiez aux Français quels sont vos sujets de préoccupation les plus importants, vous leur demandiez de citer 2 sujets. Bon, mettons qu'on soit en 2015. En 2015, le sujet majeur, c'est évidemment le terrorisme, et ensuite, c'est le chômage. Nous sommes en 2018. Depuis 2 ans, il y a toujours le terrorisme, parce que ça fait toujours peur, mais ça commence à baisser vraiment, et il y a la pollution. Et le chômage, il y a 34% des Français qui citent la pollution et 17% qui citent le chômage. Vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le résume d'une formule, et je dis, les enfants se sont mis à tousser. En fait, les effets de la pollution maintenant se voient. C'est-à-dire que les gens toussent, alors pas seulement les enfants, mais quand on a les enfants, on se dit, oulala, quel est le monde dans lequel qu'on va leur laisser? D'où la prise de conscience sur la pollution. Donc je pense que le besoin de transparence, le besoin de qualité, c'est aussi une demande importante. 4e demande importante, c'est la recherche d'équilibre privé, d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est important pour vous en tant qu'employeur.
on est dans un pays où on va à l'inverse de ce qui se passe par exemple en Chine. En Chine, vous savez que la Chine actuellement vit ses 30 glorieuses. Et les gens sont d'une ambition et d'une envie de travailler énorme. Ce n'est pas du tout le cas en France. En France, les gens ont envie d'équilibrer les deux. Ils ont envie de travailler, ça reste un élément central dans la définition de leur vie, mais ils ont besoin aussi de temps pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Et dans les entreprises aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui demandent ça. Je vais vous donner juste un sondage qui n'a pas été fait par Sociovision, qui a été fait par un institut concurrent, BVA, qui montrait que 85% des employés français en 2018 ne veulent pas devenir cadres. Vous imaginez ? La même mesure, il y a 10 ans, c'était moins de 50%. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que prendre plus de responsabilités, avoir plus d'heures de travail, exercer même de l'autorité, c'est plus tellement la priorité. C'est pas un modèle qui fait rêver, parce que finalement, on s'y retrouve pas nécessairement en matière d'argent, et c'est pas nécessairement quelque chose qui correspond à l'air du temps. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit l'éclosion et la progression d'auto-entrepreneuriat, de plus en plus. Alors, malheureusement, je vais vous détromper là-dessus. Oui. C'est un autre sujet, mais je vais sur l'esprit d'entreprise, juste une petite... en 2000 et en 2018, donc en 18 ans, la même question qu'on pose, est-ce que vous seriez prêt à créer votre propre entreprise ? J'ai plus le chiffre en tête exact, ça doit être à peu près 20% des Français, 15-20%, il n'a pas varié. Donc attention aussi à ne pas interpréter parfois, on a parlé de la Startup Nation, la nation de la Startup. La Startup, ça n'intéresse qu'une petite partie des gens. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, un travail qui leur permet de vivre décemment et de s'occuper de leurs enfants. Voilà, c'est ça. Alors on peut être auto-entrepreneur et pas créer une start-up aussi. Mais l'auto-entrepreneuriat était très à la mode quand notamment le contrat d'auto-entrepreneur a été lancé en 2011. Ça a beaucoup monté, puis ça baisse. Pourquoi ça baisse ? Parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas faire plein de choses. En fait, ça prend du temps sur la vie privée. Ça m'amène à la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la jeune génération. La jeune génération, alors appelons-la comme on veut, les Y, les millennials, ce qu'on voudra. La jeune génération, elle vient après ce qu'on a appelé la génération X, c'est-à-dire la génération qui a connu les crises, le chômage, la difficulté de faire carrière, qui venait après la génération des baby-boomers, qui a connu les 30 glorieuses. Si je résume, les baby-boomers ont connu les 30 glorieuses, donc croissance économique régulière, et donc on faisait de belles carrières. On commençait au bas de l'échelle, on pouvait monter assez loin si on avait un peu d'ambition. On restait dans la même entreprise, il valait mieux parce que l'entreprise faisait de la croissance chaque année, donc mécaniquement ça allait bien pour nous. La génération qui a suivi n'a pas connu ça. Une partie l'a connu, mais l'autre partie a connu une carrière en dents de scie, et notamment a connu les heures passées à travailler plus pour maintenir sa position, pour ne pas être éventuellement viré à un moment ou à un autre. Arrive la jeune génération qui a vu ça. Elle a vu la génération précédente, élevée avec les valeurs de la génération précédente, mais qui n'a pas connu la même chose. Qu'est-ce qu'elle se dit ? Pas pour moi. Moi, je ne vais pas passer des heures au bureau pour me faire ensuite, à 50 ans, mis de côté. Elle dit, dès que je commence, je veux avoir un travail, mais je veux aussi qu'on respecte mes heures. Je veux qu'on me laisse du temps. C'est important, c'est un défi pour beaucoup d'entreprises, pour votre secteur, mais pour plein de secteurs. Pensez à l'hôtellerie, pensez à la restauration, pensez à tous ces secteurs où c'est des horaires difficiles, où c'est des horaires contrariés. La jeune génération a du mal avec ça. Non pas parce qu'elle est flemmarde, attention à ne pas se tromper, simplement parce qu'elle a envie, elle a pris les leçons de la génération précédente et elle dit « moi je veux avoir une vie équilibrée ». Voilà. Donc c'est aussi un des grands défis de la société d'aujourd'hui. Et c'est effectivement, ça a fait l'objet d'une discussion intéressante ce matin lors d'un atelier débat sur lequel on a vraiment parlé de ces difficultés des entreprises à recruter aujourd'hui, parce qu'il y a une appréhension du travail qui n'est pas la même qu'il y a quelques années. Effectivement, les jeunes ont aussi envie d'avoir une vraie qualité de vie aujourd'hui, pas seulement de travailler. Rémi Huguiri, une toute dernière question peut-être avant d'entendre Alain Bonafou à vos côtés. Moi j'aimerais savoir comment ces nouvelles tendances que vous venez de nous exposer très clairement, très synthétiquement, comment est-ce qu'elles affectent vraiment l'univers de la mobilité ? Alors, l'univers de la mobilité, évidemment, revenons à Uber, a été bouleversé par un certain nombre d'acteurs. Ça a commencé avec les low-cost dans le transport aérien, et puis ça s'est poursuivi par les différentes plateformes, donc Uber en étant une, mais aussi les plateformes de covoiturage, les plateformes de location de particuliers entre particuliers, enfin, tous ces nouveaux concepts introduisent des éléments nouveaux dans la tête des clients, des usagers, et ont un effet de démultiplication de leurs opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, pour un certain nombre d'actes de mobilité, panacher et avoir, en fonction du moment, de la circonstance, de ses envies, de la nature du trajet, professionnel, loisir,
avoir un choix. Donc il y a une explosion des offres. Ça, c'est la première chose qui est frappante, avec les inégalités que vous connaissez, c'est-à-dire le fait que sur certaines plateformes ne sont pas appliquées les mêmes règles, notamment les règles de travail, de salariat, etc., que pour les acteurs traditionnels. Donc ça introduit une inégalité de traitement et une concurrence déloyale. Alors nous, moi je n'ai pas à juger ces phénomènes-là, mais je les observe et j'observe comment les Français réagissent par rapport à ça. Jusqu'à une période assez récente, au fond, ils préféraient prendre des transports alternatifs du moment que c'était moins cher. Et ils ne se posaient pas trop de la question de savoir si c'était vraiment... ils ne se posaient pas la question sociale, alors qu'ils auraient dû se la poser, parce que ça la pose. On commence à voir des signes que ça change. On commence à voir dans nos enquêtes, alors ce n'est pas encore un renversement de tendance, mais les gens commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais finalement, est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer les acteurs traditionnels? Donc il commence à se voir une prise de conscience. Vous savez qu'Uber est de plus en plus contesté partout dans le monde, dans des grandes villes. Vous savez qu'Airbnb, dans un autre secteur, et de plus en plus suscite des révoltes. Il suscite des révoltes en Espagne, suscite des révoltes au Portugal. Pourquoi? Parce que il pompe en grande partie les possibilités de se loger de pas mal d'habitants du cru qui sont obligés de sont relégués dans la périphérie des villes. Donc on sent quand même que ça va changer. En tout cas, on sent qu'il y a une prise de conscience. Et puis ensuite, sur l'univers de la mobilité, évidemment, c'est toute la transformation technologique que l'on observe. Ce qui est frappant, c'est le boom des applications pour optimiser son voyage. Ça s'est installé très vite, que ce soit chez les automobilistes, mais de plus en plus des applis pour les urbains qui se déplacent et qui se développent. Et puis bien sûr, on est dans une période de mutation très forte où on nous parle de voitures électriques, on nous parle de voitures autonomes, on nous parle d'hybrides. L'intelligence artificielle est intégrée maintenant dans les véhicules. Alors c'est encore pour se garer, etc. Mais on sent bien que la vague de l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que parfois les gens sont un peu perdus en réalité, parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et dans le débat actuel sur la hausse des carburants, je pense qu'on retrouve un peu de cette confusion. Parce que d'un côté, il y a la prise de conscience écologique, je vous le rappelle, les enfants tous. Et donc ça, les enfants tous, ça fait prendre conscience aux gens qu'il y a un problème. Mais en même temps, il y a des contraintes économiques, il y a une fragilisation économique. Donc voilà, je pense qu'on est à un moment assez compliqué, et compliqué pour les politiques, compliqué pour les acteurs économiques, où on voit bien que les désirs de qualité de vie sont contrariés par les contraintes économiques. Et ensuite, rapidement, sur les tendances qu'on voit nous, la mobilité internationale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France, parce que vous savez que la France est le premier pays visité au monde. Et ça, c'est vrai depuis 10 ans et ça va continuer. Et il y a toutes les chances de penser que dans 10 ans, il y a encore plus de touristes. Alors, pour le meilleur et pour le pire, évidemment. Pour le meilleur économique, pour le pire, c'est la tranquillité. Voilà. Ensuite, autre évolution majeure, c'est le succès du e-commerce. Le e-commerce ne cesse de se développer, Amazon et tous ses concurrents, la livraison à domicile qui se développe beaucoup, et donc ça a un impact sur la logistique, sur le transport routier, etc. Là aussi, ça crée évidemment beaucoup de dynamique. J'ai parlé de la crise écologique aussi, enfin, il faut en parler parce que c'est vrai qu'il y a une prise de conscience écologique dans notre pays, dans le monde entier, j'ai envie de dire, enfin pas nécessairement dans tous les gouvernements du monde, mais chez les gens. Et donc ça fait que les gens ont un regard différent sur le transport et commencent à réfléchir différemment sur le transport et sont intéressés par des solutions alternatives. Mais comme j'ai dit, il y a un moment donné, les contraintes économiques refont surface. Et puis enfin, je terminerai sur l'affirmation de ce qu'on appelle les mobilités douces, les trottinettes, les vélos, les roues, la marche aussi, qui ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Si vous regardez, vous allez dans une librairie aujourd'hui, le nombre de livres de philosophie, d'histoire de la marche, c'est impressionnant. Sur les mobilités douces, il y a tout un conflit actuellement dans les villes, comme vous savez. Et je terminerai là-dessus. Il y a une révolte. Alors, je vais parler des gilets. On parle des gilets jaunes, des bonnets rouges, des francs-tireurs, des pirates. Et il y a aussi les révoltes contre les trottinettes. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Mais à Los Angeles, en ce moment, il y a une révolte contre les trottinettes. Les fameuses trottinettes électriques là, qu'on n'entend pas et qui foncent et qui parfois, notamment sur les personnes âgées, on crée des accidents qui peuvent être très graves. Il y a la même révolte à Madrid. Et je m'attends à ce qu'il y en ait bientôt dans les villes de France.
Ok, les trottinettes, on pourrait faire un congrès là-dessus. Merci Rémi Auguiri pour cette exposition de cette problématique tout à fait intéressante. Alain Bonafou, j'aimerais qu'on vous entende à présent. Vous êtes économiste du transport, professeur émérite de l'Université de Lyon, pour un décryptage de ces transformations qui bouleversent la société, notamment dans le transport, puisque vous êtes le spécialiste de la question. Vous m'avez dit, quand on a préparé cette tribune, que la politique commune des transports achevée en 69 est finalement bien loin d'être achevée. Quelles conséquences pour les transports routiers, concrètement? Alors, je crois que pour répondre à cette question, il faut commencer par mettre deux ou trois idées reçues au panier, si vous voulez, qu'on entend ici ou là, avec donc le rôle que va avoir, le rôle de transformateur que vont avoir ces nouvelles technologies. L'une des premières que je mettrai au panier, parce qu'en 3 semaines, je crois que j'ai entendu 3 fois, c'est la disparition du métier de chauffeur routier. Puisqu'on va vers une automatisation, le chauffeur routier, évidemment, va disparaître. J'aurais aimé que les personnes qui affirment cela, avec beaucoup d'assurance, passent une journée seulement, avec un chauffeur routier, du début de son travail jusqu'à la fin, pour comprendre jusqu'où allait leur ineptie. Ça m'a rappelé d'ailleurs un raisonnement tout à fait comparable que j'ai entendu en 86, fort loin d'ici, dans une université qui est à côté de San Francisco, à Berkeley, où mon homologue, qui dirigeait une équipe de recherche en transport, me disait on ne peut plus faire de recherche que sur les ITS, c'est-à-dire Intelligent Transport System, les systèmes de transport intelligents. Seule la perspective d'un transport complètement automatisé sur toutes les routes, les autoroutes, etc., intéressait l'administration centrale. Et le projet de ces braves gens qui avaient programmé le financement de ces recherches, c'était que ce soit au point pour la fin du siècle, 86-2000. Nous sommes en 2018, évidemment, on attend encore. Alors, au panier, cette idée. Deuxième idée, je crois qu'il faut mettre au panier, c'est l'idée que le fret est une activité qui va s'épuiser. Vous entendez dire ici ou là que l'on va vers l'émergence de remarquables systèmes d'économie circulaire. On va tout faire en définitive dans son jardin, un tout petit peu avec les voisins, dans des systèmes coopératifs particulièrement alléchants. Ça fait partie, si vous voulez, du degré zéro véritablement de la capacité d'observation. J'avais suggéré d'ailleurs un seul transparent, je ne sais pas s'il est disponible, le voilà. Vous pouvez nous le commenter? Merci, c'est formidable, c'est très bien organisé. Il s'agit d'un appareil d'une simplicité maximale, si je puis dire, c'est une brosse à dents électrique. Dans cette brosse à dents, alors je ne veux pas dire de bêtises, il y a 38 composants. Pas compliqué, 38 composants, c'est pas compliqué. Imaginez les centaines de composants qu'il y a dans un smartphone ou les milliers dans un micro-ordinateur, beaucoup plus encore pour des choses plus sophistiquées. 38 composants. Vous pouvez lire que c'est fabriqué dans 12 usines réparties dans 10 pays et qu'au total, ça fait 27 800 km. Voilà. C'est un truc qui a été recueilli par des collègues allemands et qui l'ont refilé à des journalistes qui l'ont publié. Ça, c'est le signe de ce qui est en train de se passer, qui a commencé à un moment précis, qui a commencé, disons, au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, il faut que vous sachiez qu'on a pu reconstituer la totalité du trafic routier. Alors, naturellement, c'était la route du coche. Le chemin de fer n'a commencé à débarquer que dans les années 1840 en France. La totalité du trafic routier qui entrait dans la bonne ville de Lyon. Alors, je vous dis tout de suite, je suis lyonnais d'adoption, enfin, je suis travailleur immigré à Lyon, si vous voulez. Normalement, je viens plutôt de ces régions-là, puisque je suis gascon. Mais ce travail a été fait sur Lyon parce que l'historien parisien qui a travaillé sur le dépouillement de ces données s'est aperçu que sa ville ne lui suffirait pas pour le faire sur Paris. Donc, il s'est rabattu sur Lyon parce que c'était moins important. Et il a mesuré la totalité du trafic qui entrait dans Lyon sur ce qu'on appelait du grand roulage, c'est-à-dire plus de 30 km, et du trafic qui sortait de Lyon. Et il arrive à un résultat, alors c'était un recensement exhaustif, ordonné par le premier consul. Il arrive à un résultat qui est, me semble-t-il, très significatif par rapport à notre brosse à dents, c'est que la totalité de ce trafic
quotidien représentait 24 tonnes d'entrée et à peu près 24 tonnes de sortie. Ça tenait, ce serait allé au même endroit, ce serait venu du même endroit, ça tenait dans un maxi-code quotidien. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Alors quand on vient vous raconter qu'avec l'économie circulaire, etc., tout ça c'est terminé, moi je réponds non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Alors bien entendu, il n'y a pas que le transport terrestre qui est concerné par cette affaire-là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais enfin il restera concerné. Troisième idée qui, me semble-t-il, doit être mise au panier, c'est l'idée sur laquelle le e-commerce va, en définitive, faire disparaître les commerces et les livraisons qui vont avec, etc. Alors ça, c'est très répandu aussi. Quand on regarde de près comment raisonnent quelques grands opérateurs, on vient d'apprendre ça relativement récemment de la part de la FNAC. Vous savez que la FNAC, il y a 2-3 ans, avait quasiment un programme de fermeture de magasins, en choisissant de s'orienter stratégiquement vers le e-commerce qu'elle pratique depuis des décennies. Et puis, un nouveau plan stratégique a été mis en œuvre, et je vous signale qu'il y a aujourd'hui au programme la création de nouveaux magasins. Parce qu'on s'est aperçu que la pratique du e-commerce était une pratique qui réattirait de la clientèle qui, pour des raisons diverses, aimait bien voir de près ce qu'était le produit, éventuellement discuter avec un technicien, un vendeur, etc., en voir de plus près l'esthétique, etc. Autrement dit, il se passe en ce domaine ce qui s'est exactement passé en matière de télécommunications dans les années 70. Dans les années 70, le bruit a couru, et il a été porté par quelques grands esprits, qu'on aurait pu à se déplacer, puisqu'on ferait tout par télécommunication. On aurait pu à se déplacer. Bon. Et il se trouve qu'il y a quand même de bons chercheurs, notamment un auteur qui a fait un livre remarquable, qui s'appelle Gérard Claes, qui a fait un livre qui s'appelle « L'abbaye des télémythes », où il a montré, preuve à l'appui, statistique à l'appui, démonstration à l'appui, qu'à mesure que se développait la télécommunication, se développaient les communications tout court et la mobilité. Il y avait un lien positif entre ces télécommunications et le fait de se déplacer. Et il y avait des démonstrations extrêmement rigoureuses de ces choses-là. Alors, donc, troisième idée à mettre au panier, on ne va pas remplacer tout cela par du télécommerce. Dernière petite remarque, mais je pense que ça, tout le monde l'avait compris. On ne va pas se laver les dents avec des brosses à dents virtuelles. Je pense que le matériau continuera à exister. Et je pense que son développement, sa complexification, etc., continueront à se faire. Alors, dans ces conditions, ça veut dire que les transports ont une perspective d'activité qui n'est pas négligeable. Alors justement, je vous coupe parce que le temps passe très très vite. Ouais. Alain Bonafou, expliquez-nous quels sont les signaux faibles et forts en termes économiques sur les entreprises du transport et du coup, quelle évolution sur le salariat en quelques mots? Alors, c'est assez simple si vous voulez. Grosso modo, c'est simple, hein, c'est un marché. Un marché, ça veut dire que c'est un gâteau à se partager. Dans ce gâteau, le bon moment, si je puis dire, du routier, en particulier en France, ça a quand même été pendant quelques décennies la faiblesse structurelle de la SNCF. La SNCF a quand même perdu presque un point par an de part de marché, c'est pas rien. Donc quand on sait qu'on va gagner un point par an, c'est quand même un léger avantage. Dans le même temps, il y avait sinon une augmentation du tonnage, il y avait une augmentation des tonnes-kilomètres parce qu'il y avait une augmentation des distances. Bon, tout cela s'est relativement stabilisé, en tout cas en ce qui concerne cette zone-là de l'Europe. Hein. Grosso modo, ce qu'on appelle peut-être un peu trop rapidement les clubs med de la zone euro ont quand même des croissances ralenties. Donc ce gâteau ne va pas nécessairement exploser. Et alors là-dessus, il faut regarder les choses de très près. Il est clair que le pavillon français a énormément souffert. Grosso modo, il a quasiment la même activité depuis la veille de la crise. Il n'a pas encore retrouvé son niveau de 2007. En revanche, le pavillon concurrent fait plus 40%. Le cabotage a fait plus 40%. Alors si on se demande pourquoi, c'est quand même quelque chose de relativement simple.
on est dans un secteur, je ne dirais pas du tout la même chose des voyageurs, qui eux ont encore, ont encore du marché à prendre, notamment au niveau des TER, etc. Enfin bon, donc c'est autre chose. Mais pour les marchandises, c'est très clair, me semble-t-il. Hein. La perspective est une perspective dure, ardue, là où il n'y aura pas de niche, là où il y aura effectivement une ouverture à la concurrence. Je ne sais pas comment un opérateur peut lutter s'il a un coût de 100 pour 1 heure de chauffeur, si le coût de l'allemand est 79, si le coût de l'allemand Länder de l'Est est de moins de 60, si le coût de l'espagnol tourne autour de 50, si le coût du du polonais est à 36, je ne sais pas comment il peut faire. Si de surcroît, on le taxe d'un certain nombre de choses, alors là, l'avenir n'est pas rose. Moi, je crois que l'avenir, si vous voulez, je termine là-dessus, j'ai compris qu'il fallait plus vite. Pour l'avenir, il me semble qu'il y a 3 clés. Il y a 3 clés qui ne sont pas faciles à manipuler. Il y a 3 clés qui ne sont pas faciles à manipuler. Il y a une première clé qui est un vrai problème anthropologique dans ce pays. Il se trouve que la route en général, mais surtout plus particulièrement le diesel, c'est un petit Satan. Vous savez, dans les dérives sectaires, on a besoin du grand Satan et du petit Satan. Eh bien, le diesel est un petit Satan. Alors moi, je vais vous faire un aveu, je ne vais pas être long là-dessus. Par civisme écologique, je viens de changer de voiture, j'ai acheté un diesel. Parce que je suis content d'émettre 20% de moins de gaz à effet de serre, parce que je suis content d'émettre 50% par rapport à une autre voiture neuve à essence, hein, d'émettre 50% de moins de CO, parce que je ne suis pas mécontent d'émettre, tenez-vous bien, normes Euro 6D, vous pouvez aller vérifier sur tous les sites compétents. Je ne suis pas mécontent d'émettre le dixième de particules en deçà de 5 microns, le dixième par rapport à un moteur à essence. Et donc, par civisme écologique, je choisis ça. Donc, première condition, il faudrait que ce secteur ne soit plus accablé de cette sorte d'accusation structurelle. Il est le petit Satan. Et par conséquent, quand il faut aller chercher de l'argent quelque part, tout le monde est content, on va taper sur le petit Satan. Deuxième chose, je pense qu'il faut... Je vais voir très vite, je vous promets que ça va aller vite. Deuxième chose... Il y a quand même un vrai problème, en particulier pour les professions qui sont plus particulièrement concernées par autres, qui est le problème du dernier kilomètre. Bon, là, il y a des choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses. Bon, pour ceux que ça intéresse, il y a une plaquette qui évoque les 7 familles de politiques qui peuvent être faites localement pour gérer ces problèmes du 7 km. Plusieurs de ces politiques sont des politiques favorables aux transporteurs. Donc il serait peut-être relativement malin d'aller de ce côté-là favoriser ce qui peut être favorable à l'efficacité du transporteur sans compromettre naturellement la fluidité de la vie. Enfin, troisième problème, il y a un énorme machin qui est le numérique, qui repose en fait sur 3 pieds. Un pied, ce machin-là, il a 11 000 fois plus de mémoire que le premier ordinateur qui était grand comme 2 pianos sur lequel j'ai travaillé. 11 000 fois plus. Donc c'est... le big data, la massification des données, c'est l'Internet qui permet de se balader avec, et c'est la triangulation qui permet de localiser. Si cette technologie à 3 pieds n'est pas appropriée par les transporteurs, je pense qu'elle ne sera appropriée à ce moment-là que par de grandes entreprises structurées, et je pense qu'on va retrouver le phénomène qu'on appelait autrefois du tractionnariat, qu'on appelait aux États-Unis les gypsies, qu'on appelait au Canada les cow-boys, etc. Et on n'a pas fini à ce moment-là de s'en désoler. Excusez-moi, merci Alain Bonafou pour votre expertise. Votre nouveau véhicule, il est juste derrière, là. Il est là, non? C'est lui, votre nouveau véhicule, le véhicule dans lequel vous avez investi. Il est juste derrière. Trêve de plaisanterie. Philippe Robardet, merci d'être là. C'était important qu'on vous ait à cette table ronde. Vous êtes, je le rappelle, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Garonne, PDG de Sogeclair et dirigeant d'Aviacom. Donc, vous êtes aussi chef d'entreprise. On aimerait avoir en quelques mots votre vision locale. Vous avez entendu un petit peu tous ces bouleversements exposés avant vous. Ces transformations, cette mutation de notre société, comment est-ce qu'elle s'applique au jour le jour sur les entreprises ici en local? Alors d'abord, merci de m'avoir invité.
Je crois que la particularité du territoire, il y a à peu près une cinquantaine de chefs d'entreprise qui sont du territoire, donc j'en déduis que tous les autres n'en sont pas. Je vais vous donner quelques caractéristiques sur notre territoire. On est un territoire, Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse, l'a dit tout à l'heure, on est un territoire qui est en forte croissance avec une forte dynamique, avec 150 000 emplois qui ont été créés dans les 10 dernières années. On est donc, j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux être président de la Chambre de commerce de Toulouse et de la Haute-Garonne que celui de la Creuse, par les temps qui courent. On a une croissance économique qui est assez forte. Et on a un terreau qui est particulièrement riche en matière d'innovation, de recherche et de développement. Nous sommes le premier territoire de province en matière de recherche et de développement en France. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des universités, ça veut dire qu'on a des chercheurs, ça veut dire qu'on a des centres de recherche qui sont installés chez nous, et ça veut dire qu'on est plutôt un bon observatoire pour la transformation de l'économie, pour la transformation de nos entreprises. J'illustre ce propos en vous disant, on a l'IoT Valley, l'Internet des objets, à Toulouse, dans l'agglomération, enfin dans la métropole vue par nous, pas par les organisations politiques locales, puisqu'on est sur une dimension hors du périmètre métropolitain, mais toujours dans la zone proche de Toulouse, en tout cas pour vous et pour moi. On a des gens qui travaillent sur les nouveaux modes de transport avec des navettes autonomes. On a des centres de développement chez des grandes entreprises nationales et internationales qui ont des centres de développement autour du véhicule autonome à Toulouse. Donc tout ça, ça a permis de faire émerger un petit peu, ça a créé un univers un petit peu bouillonnant qui permet de regarder ce qui se passe. Alors vous avez dit tout à l'heure que le commerce Internet, le commerce sur des plateformes Internet ne tuait pas le commerce physique. Vous avez raison. J'ai même observé depuis bien avant qu'Amazon ne commence à en parler, il y a déjà 2-3 ans, nous avons visité des entreprises qui avaient démarré sur Internet et qui venaient au commerce physique. On a vu donc un certain nombre de modifications dans la façon d'entreprendre, dans la façon de se développer. On a des gens qui travaillent sur les drones à Toulouse. On a des belles entreprises qui travaillent sur les sujets des drones. Donc il y a, encore une fois, un espèce de laboratoire là, qui se développe et qui sert ces ambitions que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont celles d'une société qui est en attente d'un certain nombre de choses. Je disais il n'y a pas longtemps, quand on faisait un point sur l'évolution de l'économie dans la région, et peut-être même au-delà, dans ce que j'ai entendu dans votre propos, on est dans le royaume des acheteurs. Et ce n'est pas à vous, patron du transport, que je dirais le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est chez l'acheteur, il n'est pas chez celui qui vend. Donc celui qui vend, il doit se réinventer pour rester présent, pour continuer à exister, et aussi pour reprendre un petit peu de pricing power, qui est l'évolution de l'entreprise. Alors moi, par mon métier, je connais mieux le métier des entreprises qui vendent aux entreprises, ce qui est un peu ce que vous regardez vous. On a parlé tout à l'heure beaucoup des entreprises qui vendent aux particuliers. Et dans les entreprises qui vendent aux entreprises, cette transformation digitale, elle amène un certain nombre de choses. On a pu assister à des moments, et on voit un phénomène de reflux, je ne sais pas si c'est le cas dans le transport, mais dans d'autres domaines, d'enchères inversées. On a vu un certain nombre de modes de contractualisation entre les entreprises qui évoluaient. Tout ça, on peut le voir chez nous. Comment ça va se passer? Écoutez, moi, il n'y a qu'un truc que je peux vous dire, et c'était le président d'Airbus qui disait ça, je n'ai pas la boule de cristal. En revanche, ce que je sais, c'est que tous les modèles sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, dans 5 ans, ils seront caducs. Et donc, il faut qu'on ait des retours sur investissement qui soient extrêmement courts. Et on aura à inventer, dans les 5 ans qui viennent, la prochaine vague d'investissement pour passer le prochain cap.
Juste une dernière question, puis après on fera un dernier tour de table pour un mot de conclusion. Mais au regard de toutes ces mutations, ces changements qui affectent notre société de façon globale et puis plus précisément notre territoire, Philippe Robardet, qu'est-ce qui, selon vous, est en train de se jouer? Qu'est-ce qui attend la profession? Est-ce qu'elle doit s'inquiéter, selon vous? Alors moi, je suis un parano, donc le chef d'entreprise, il dort jamais. Enfin, en tout cas, il dort pas bien. Jean-François, tu es d'accord avec moi? Je pense que Christophe aussi, je ne sais pas, on a eu l'occasion d'échanger ensemble sur ces sujets-là. Donc est-ce qu'il doit s'inquiéter? Évidemment. Est-ce qu'il doit s'inquiéter? Il doit s'inquiéter, s'adapter de façon permanente. Comme demain nous est inconnu, on a des signaux faibles qui nous donnent des informations sur des évolutions de consommation, sur des évolutions de relations d'entreprise à entreprise, sur des évolutions de technologie. Comment on fait pour que nos entreprises, souvent familiales, dans votre secteur comme la mienne, elles soient encore là dans 20 ans, dans 30 ans, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors oui, on doit s'inquiéter, oui, on doit être à l'écoute des signaux faibles, oui, on doit avoir des jeunes qui sont formés différemment de ce qu'on a formé par le passé. Nous avons la Chambre de commerce Toulouse Business School, qui est une école de management. Aujourd'hui, on s'interroge sur la façon de former les managers pour demain, comment nos successeurs, comment nous-mêmes, on prendra nos décisions dans 5 ans avec des bases de données considérables, avec une masse d'informations considérable. Comment on va faire pour transformer nos boîtes, pour les adapter? Alors moi, je suis un incorrigible à la fois paranoïaque, mais aussi optimiste. Donc ça va durer, nos entreprises elles vont continuer à se développer, elles vont continuer à croître dans un marché mondial. Parce que le marché de tout ce qui touche, et on l'a vu avec la brosse à dents, tout ce qui touche à nos entreprises, ça touche au monde entier. Et là, il y a peut-être quelques bribes de transformation qu'on voit aujourd'hui, ou tentatives de transformation, qui viseraient à aller vers une attrition du commerce mondial, ce qui est probablement bon pour aucun d'entre nous. Alain Bonafou, également un mot de conclusion. Est-ce que si vous deviez vous adresser directement et concrètement à la profession du transport aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que la profession doit s'inquiéter? J'ai vraiment envie de leur dire que c'est un petit peu compliqué. Approchez bien le micro, sinon on vous entend pas. Voilà. Très honnêtement, j'ai envie de leur dire que c'est quand même un petit peu compliqué. Certains gisements sont complètement exploités. Prendrait plus de trafic à la SNCF. Bon, maintenant qu'il y a des nouveaux entrants, la SNCF s'est stabilisée à 10%, 11% de part de marché. Là, vous n'avez plus rien à gagner, vous n'avez rien à craindre du fluvial, bien entendu. Mais il y a beaucoup à craindre de cette ouverture, des marchés. Alors, je pense qu'elle va dans le bon sens si on se place au niveau de l'intérêt du continent, évidemment. Mais elle va quand même dans le sens de la fragilisation de notre propre système qui est incapable d'adapter ses fonctions de production et notamment ses coûts de production, y compris bien entendu des coûts qui sont des coûts publics, des coûts de production, à cette concurrence-là. Et là, de ce point de vue, j'avoue que je suis un petit peu inquiet. Je ne vois comme rebond possible que de la véritable innovation méthodologique. Alors là, bon, très franchement, moi je ne suis pas capable de suggérer quoi que ce soit, de l'innovation méthodologique qui consiste à se fabriquer en définitive quelque chose qui ressemble à une niche parce qu'on est les seuls à savoir faire ça. Et quand on a le trépied du repérage GPS, du big data et de l'internet, on doit quand même pouvoir faire des choses qui soient un petit peu plus efficaces qu'elles ne l'ont été jusqu'ici. Rémi Audiri, un mot de conclusion aussi, l'innovation c'est la clé pour le futur? Oui, moi je pense qu'on vit une époque assez troublante. Je prends juste un exemple, si vous regardez vos enfants, certains de vos enfants écoutent de la musique maintenant avec des vinyles. S'il y a 20 ans on avait prédit ça, n'importe qui aurait dit ça, on aurait rigolé. C'est le côté paradoxal, étrange, troublant et de l'époque qu'on vit. Vous l'avez dit tous les deux, il y a 20 ans on pensait qu'il n'y aurait plus de magasins aujourd'hui. C'est loin d'être le cas et les magasins non seulement ne sont pas morts mais les magasins sont essentiels parce que les gens ont besoin de toucher, de voir, ont besoin de convivialité, ont besoin d'expérience. Néanmoins c'est pas aussi simple que ça. Prenez les centres commerciaux aujourd'hui. Quand vous allez dans les centres commerciaux, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui y sont. Et nous on mesure ça et depuis 10 ans ça n'a pas varié. Sauf que quand vous parlez
aux responsables, aux professionnels des boutiques dans ces centres commerciaux, c'est compliqué, c'est difficile, les gens n'achètent pas ou achètent moins. Donc le besoin d'expérience physique, il est là. Les gens y vont parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est un moment social. Mais souvent, ils regardent les produits, les essayent, et puis ils les achètent sur Internet. Parce qu'ils vont pouvoir paramétrer et trouver des occasions d'achat. Donc c'est le côté troublant et difficile de notre époque. Donc moi, je ne suis pas de votre univers, mais quand je regarde ça de l'extérieur, je dirais qu'il y a deux choses à faire. La première, être à l'écoute de ce qui se passe, et à l'écoute de ses salariés, à l'écoute du monde, à l'écoute des innovations, évidemment. Mais il y a une autre chose qui est plus importante, c'est avoir un parti pris et garder le cap. Moi, je pense que dans la période actuelle, ce n'est pas en louvoyant en permanence qu'on y arrivera. Il faut être à l'écoute pour pouvoir changer quand il faut changer. Mais il faut surtout avoir un parti pris, un engagement fort, parce que c'est ce qui vous permettra, à un moment donné, de prendre les bons choix, c'est-à-dire de rester fidèle à ce que vous êtes. On est dans un monde où l'infidélité est partout règne en maître, l'infidélité des consommateurs. Mais si vous restez fidèle à ce que vous faites, à la qualité de ce que vous faites, à l'identité de ce que vous êtes, eh bien, je pense qu'il y a plus de chances que vous y arriviez qu'autre chose. Ça peut paraître général ce que je dis, mais j'y crois vraiment. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. Les gens ont besoin d'acteurs et de responsables qui prennent des partis. Ça crée de la confiance aussi. Merci, messieurs. Merci infiniment pour la grande qualité de votre intervention. Merci à vous de votre attention. Je me tourne vers Kevin. On fait toujours une petite pause. On fait une petite pause gourmande. Rien que pour le terme, on a envie de la faire, cette pause. De 10 minutes, un quart d'heure à côté. Puis on se retrouve tout de suite après pour la seconde table ronde de notre après-midi sur l'impact de ces bouleversements en société sur le secteur des transports routiers. On va parler e-révolution du transport routier, quelles régulations prévoir et puis comment protéger les données. À tout de suite dans un petit quart d'heure alors. À tout de suite.